Oui, cette question de la critique d'un modèle de développement, du fait qu'aujourd'hui on est dans une situation où on a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres, on est dans une situation où on a beaucoup de chômage alors qu'il y a de plus en plus de richesses, où la question écologique est devenue une question centrale et qu'on ne peut plus ne pas regarder, la question de la finitude écologique de notre monde. Donc face à toutes ces crises-là, on est vraiment dans une situation où il faut qu'on change de modèle. Et je pense que certains le disent de façon plus claire et plus directe que d'autres, il faut changer de modèle, mais il n'empêche que cette question-là, en fait, de la transformation de notre mode de vie, elle est dans toutes les têtes. Et on voit bien aujourd'hui de plus en plus de gens qui ont des discours qui sont des discours de transformation du modèle. Donc, face à ça, la première question et la principale, c'est de dire en fait, il faut qu'on construise autre chose, mais il faut qu'on invente autre chose. Et dans cette invention d'autre chose, la question de la participation, de l'invention collective et ensemble, de qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies ensemble, comment est-ce qu'on veut faire société, me semble à moi essentielle. La responsabilité n'est pas uniquement sur les pouvoirs publics. Ce ne sont pas que les pouvoirs publics, de toute façon ce ne sont pas que eux tout seuls qui pourront changer la donne. Donc en fait c'est aussi se demander avec la population, avec les entreprises, avec les associations, avec les citoyens, quelle est la part de chacun pour contribuer à ce changement de société, à ce changement de modèle, à ces actions à mettre en œuvre pour aboutir à une amélioration de la qualité de vie. Quelle est la part de chacun, et on verra que chacun a une part spécifique. Les élus, d'abord, il faut concevoir qu'ils ont leur métier. Leur métier, ils ont été élus avec des fonctions à remplir, avec des décisions à prendre. Et cela, je dirais, c'est la dimension de responsabilité. Et je crois que la participation n'a pas pour but de diminuer la responsabilité des élus, mais la participation a pour but de transformer, d'enrichir, je dirais, le rapport avec la société. L'enrichir parce que le terme de démocratie participative est à la fois indispensable et parfois un peu vague. Je lui préfère celui de démocratie interactive, c'est-à-dire quelles sont les conditions dans lesquelles de l'information circule, quelles sont les conditions dans lesquelles de la reddition de comptes s'opère, quelles sont les conditions dans lesquelles des réalités sociales sont mises sur la table. Et donc les élus, ils peuvent beaucoup pour aider, je dirais, à ce que ce flux d'échanges entre élus et société fonctionne. Et être élu, c'est être responsable, c'est devoir donner des comptes. Être élu, c'est pas simplement avoir un permis de gouverner et s'enfermer dans sa tour d'ivoire. Être élu, c'est avoir, si je puis dire, une responsabilité permanente vis-à-vis de ceux qui vous ont élu, alors que il y a l'élection est par définition intermittente. Et puis, il y a des qualités politiques, et la qualité politique, justement, c'est œuvrer pour un pouvoir qui soit davantage ouvert, qui soit davantage transparent, qui publie des informations. Le problème pour moi n'est pas de diminuer le pouvoir des gouvernants, mais de faire que ce pouvoir des gouvernants soit ouvert, qu'ils rendent des comptes. Et c'est davantage dans ce mécanisme d'ouverture qu'il y aura un sens de la fortification. Je pense même qu'un pouvoir plus ouvert peut être un pouvoir plus fort. Et c'est ça qui est important, parce qu'on a besoin aussi de territoires qui soient solidement gouvernés, qui soient solidement dirigés. Et la participation, ça n'est pas une sorte de fleur bleue, amoindrissant les responsabilités des élus, mais au contraire, une exigence qui les fortifie. Un pouvoir peut être plus fort si c'est un pouvoir qui est mieux reconnu, s'il est mieux ouvert sur la société. Cela, c'est ce qu'apprend, si je puis dire, l'histoire tout entière de la politique. D'abord, au niveau strictement scientifique, quand on essaie de regarder la réponse du système climatique à des émissions de gaz à effet de serre, une forme de confirmation de tout ce qu'on a en fait déjà entrevu depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire une augmentation de plusieurs degrés de la température pour des émissions de gaz à effet de serre qui pourraient par exemple doubler le CO2 atmosphérique.
Et se superpose à cette confirmation du problème scientifique une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre, qui est probablement le facteur maintenant de danger majeur. C'est-à-dire que là où on aurait dû diminuer par 2 en fin de XXe siècle, puis maintenant par 3 les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent d'augmenter. Donc je crois que c'est ça qui crée une situation nouvelle. Je pense que en Aquitaine, en Gironde aussi, on a des changements qui sont à l'œuvre. Et c'est une région qui dépend beaucoup de sa nature et de ses cultures, et qui doit se poser dès maintenant les problèmes de transition vers des changements qui sont inéluctables. Le fait de pouvoir se dire, on ne va pas travailler sur la confrontation, on va travailler sur la transparence et on va voir ensemble comment on peut imaginer des solutions nouvelles, pour peu qu'on le fasse de bonne foi, qu'il n'y ait pas d'enjeu caché derrière, et bien on se rend compte qu'on peut inscrire de la concertation, qu'on peut ramener des adversaires, qu'on peut les amener à devenir des partenaires, et simplement, non pas avec des objectifs personnels de dire on va atteindre telle ou telle chose, mais bien de se dire ensemble on peut peut-être imaginer ce qu'on peut faire demain de différent pour que ce soit plus pérenne, plus respectueux de l'environnement. Les nouveaux indicateurs, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que quand Raymond Barre traverse la première crise économique en 1974, il invite Claude Alfondery à Matignon pour lui demander mais comment on peut faire pour sortir de la crise, pour retrouver de la croissance, etc. Et Claude Alfondery, de façon un peu provocateur, lui dit mais des accidents de la route, monsieur le Premier ministre, c'est très bon pour le PIB, les accidents de la route. Ce qui est marrant, ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est que toutes les questions environnementales, toutes les nouvelles énergies redéfinissent complètement l'organisation hiérarchique du pouvoir. Aujourd'hui, avec l'énergie, avec les réseaux Internet, on est sur une horizontalité des rapports, et donc on peut même concevoir demain qu'il y ait une territorialisation de l'énergie, ce qui n'était jamais pensé, jamais arrivé sur nos territoires. À titre d'exemple, ce qu'on avait fait sur le Grenelle de l'environnement en consensus national avec des représentants des différents groupes intéressés, on avait proposé que ce soit reproduit au niveau local, par exemple autour des sites industriels à risque, mais on aurait pu aussi imaginer, moi j'avais porté cette idée, mais l'administration n'était pas totalement enthousiasmée, que quand on ait un consensus local, ce consensus, la décision s'impose à l'administration. Par exemple, vous avez une enquête publique, s'il y a un consensus local absolu, grâce à une formation à 5 reconnue ou à 6, peu importe, ça s'impose au préfet. Bon, évidemment, vous pensez bien que l'administration a trouvé toutes les raisons pour m'expliquer que c'était impossible. Aujourd'hui, on a trop tendance à considérer que seul le politique élu est légitime. Nous, politiques élus, nous savons qu'on ne fait pas sans les autres. Donc c'est un moyen aussi de reconnaître cette réalité, de l'organiser, d'organiser la représentativité des uns et des autres, parce que ça aussi, c'est un énorme enjeu, et de réintéresser le citoyen à la politique dans ce qu'elle a de plus noble. C'est-à-dire que la politique qui se réduit aujourd'hui à des batailles d'hommes, et je ne citerai pas d'exemple, et je comprends que ça n'intéresse pas. Les enjeux qui se posent pour les départements, ce sont les mêmes enjeux que pour les villes et pour les régions. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'ensemble des collectivités territoriales démontrent aujourd'hui qu'elles sont capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre à la hauteur des niveaux que nous fixe aujourd'hui la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le cadre où il faudrait faire quelque chose. Distribuer quelques subventions pour des panneaux photovoltaïques dans des communes rurales, améliorer les émissions de gaz du transport public départemental par exemple. Non, il faut effectivement de la planification, il faut de la planification qui soit articulée avec les enjeux aujourd'hui régionaux
et urbain. Ça, je crois que c'est vraiment l'enjeu. C'est-à-dire on rentre avec la crise climatique encore plus aussi dans une question de coopération entre les échelons. Bon, clairement, il y a aujourd'hui un couple qui se dégage. Ce couple, c'est la région chef de fila avec un rôle de planification, le bloc communal dans la capacité d'action concrète. Le département n'est pas au cœur du couple. À lui aussi de réaffirmer sa propre place. Moi, par exemple, je pense que dans certains départements ruraux, le plan climat-énergie territorial peut très bien s'imaginer à l'échelle du département, peut-être en lien avec des syndicats d'énergie, par exemple, les anciens syndicats d'électrification. Le développement durable, ça nécessite une forme de changement. En tout cas, si on veut le faire vraiment, ça nécessite un changement par rapport à la façon dont on faisait les choses avant. C'est ça, d'une certaine façon, le développement durable. C'est cet oxymore, ce mot qui dit « il faudrait qu'on conserve la planète pour les générations qui viennent après nous ». Mais sauf qu'on se développe, et donc on ne peut pas vraiment conserver les choses tout à fait. Il y a ce premier chapitre, je dirais, qui est « développement durable, vous devez changer vos comportements pour ne plus dépenser comme avant ». Et puis d'un autre côté, vous êtes dans un département, et un département c'est une institution, elle est là pour conserver les choses un peu en l'état, c'est lourd, c'est une grosse machine, c'est pas simple au jour le jour, donc comment est-ce qu'on change dans un environnement, dans un endroit qui n'est pas fait pour changer? Ce que je veux dire aux élus, c'est ne vous prenez parfois pas pour des techniciens. Et aux techniciens, ne vous prenez pas non plus trop pour des élus. C'est la confusion parfois qui vous empêche aussi d'avancer. Les élus voudraient parfois faire à la place des techniciens et tout savoir. C'est pas leur rôle. Les élus sont là pour décider. Décider, c'est faire des choix. Ensuite, à charge aux services, aux techniciens, aux gens dont c'est le métier, qui seront là après les élus, en plus, en général, de mettre en œuvre sur le long terme. Voilà, il y a deux temps différents. Il y a le temps de l'élection et du mandat, et puis il y a le temps de la mise en œuvre qui est à plus long terme. Quand on regarde les compétences du Conseil général d'une part, et quand on regarde les textes fondateurs, en particulier Rio 1992, un des tout premiers axes du développement durable, c'est la lutte contre la pauvreté. Et donc il me semble que l'ensemble des conseils généraux devraient regarder leur propre agenda 21 au travers de ce premier chapitre. Les tout premiers chapitres de Rio 92, c'est d'une part le préambule, le premier chapitre. Le deuxième, c'est la généralisation de la démocratie à travers le monde, 92, 3 ans après la chute du mur. Et ensuite, le premier chapitre actif qui concerne toutes les collectivités de la Terre, c'est la lutte contre la pauvreté. Il me semble que les questions environnementales dont se saisissent les départements doivent impérativement être dans leur politique territoriale de développement durable. Mais aujourd'hui, entamer un agenda 21 de département, par exemple, devrait donner des voies de prise en charge de la pauvreté et de mettre en place réellement des politiques de rupture par rapport à la lutte contre la pauvreté. Vous savez, en France, on a, je ne sais pas si c'est la pyramide du Louvre, si c'est les restes napoléoniens, on adore les pyramides. Et en fait, le développement durable, c'est d'avoir fini par décider qu'on ne construisait plus que des pyramides, voyez. Et donc, le département, oui, il doit pouvoir travailler avec une commune, il doit pouvoir travailler avec une communauté de communes ou d'agglomération, mais la logique de toutes les collectivités, c'est d'arrêter les pyramides pour mettre en place des partenariats.